Alors, bonjour. Je crois qu'on est 78 participants. Je dois avouer que je suis très content de voir autant de gens qui s'intéressent à l'économie circulaire. Euh, il y a quelques petites indications qui vous seront données dès le début pour favoriser un partage d'idées et une fluidité dans la présentation. On va laisser encore quelques secondes pour laisser les gens rentrer afin qu'ils puissent participer pleinement à cette présentation sur l'économie circulaire en territoire nordique québécois. Encore des gens qui rentrent. Mhm. Donc, avant de débuter, on a des petites indications, à savoir, vous n'avez pas besoin de mettre vos caméras, vous n'aurez pas accès à votre micro. Il y a par contre une zone de questions et réponses qui vous est offerte. On va procéder à la présentation. On va prendre en délibéré vos questions. Il y a des modérateurs qui vont lire vos questions, vont les autoriser. Et vers la fin de la présentation, il y aura un 15 minutes de prévu. Donc, la présentation dure approximativement 45 minutes. Un petit 15 minutes de questions et réponses. Et par la suite, vous pourrez repartir avec un sac rempli de bonnes idées. Ceci dit, nous, on a décidé qu'on allait quand même rester plus longtemps pour ceux qui voudraient continuer la discussion librement. On pourra continuer encore quelques minutes suivant l'heure qui va avoir passé. Donc, si je comprends bien, vous voyez mon écran qui est séparé en trois avec le beau village d'Inukjuak, avec un titre qui s'appelle Économie circulaire en territoire nordique, présentation des pistes d'économie circulaire et des recommandations pour 6 communautés. C'est le titre de la présentation. Vous saurez que ça a pris quand même un certain temps pour réaliser tout ça. Bref, on va passer à travers tout ça aujourd'hui. Juste pour être sûr que ça va bien. Comme ça. Ah, bon. Plan de la présentation. Aujourd'hui, on va vous mettre en contexte le projet. On va parler des concepts d'économie circulaire. On va parler de la description du projet, analyse de flux de matière en milieu nordique. On va aborder les 12 stratégies de circularité qu'on a identifiées, qui font partie des 12 stratégies d'économie circulaire. On va aborder brièvement les plans d'action et finalement, on va terminer avec une conclusion et des recommandations. Mais avant de débuter sur la présentation des résultats, nous tenons à ce que tous puissent avoir une base similaire sur le concept d'économie circulaire. Nous passerons donc brièvement quelques notions qui permettront aux participants d'avoir ces notions en question pour être certain que tout le monde ait la même base. Mais on doit vous dire également que ce projet-là s'insère dans le plan d'action nordique 2020-2023, où il y avait une action qui était la 4.3.1.4. En fait, c'est une mesure qui identifiait de réaliser une analyse de flux de matière et des stocks sur le territoire nordique. Donc, c'est l'objet de cette présentation-là. C'est les partenaires qui sont ensemble, à savoir Recyc Québec, qui est dans la coordination du projet, assisté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et de la Société du Plan Nord. C'est un mandat qui a été octroyé à Englobe suite à un appel d'offres public lancé en mai 2021. L'objectif du projet, c'était de sensibiliser et de mobiliser 6 communautés nordiques et une société minière située au nord du 49e parallèle afin de servir les laboratoires d'essai en économie circulaire. On réalise une AFM, dans son petit nom, afin de trouver des stratégies de circularité. Finalement, c'était un mandat qui était, en fait, une étude qui était basée sur certains critères, dont la répartition géographique des communautés nordiques, soit un village nordique au Nunavik, une communauté CRI des Uchebe James,
une communauté autochtone de la baie James, une municipalité côtière de la Côte-Nord, un village de la Basse-Côte-Nord et une communauté en lien avec la société minière. Donc, la dernière, la société minière située au nord du 49e parallèle. Les principales étapes du projet étaient de sensibiliser les administrations régionales, locales, la communauté ciblée et la société minière. Bref, il y avait plusieurs étapes qu'on ne défilera pas parce que c'est un peu de la poutine pour le projet, mais sachez que c'était un processus très normé et qu'on a passé au travers de tout ça. Et finalement, aujourd'hui, on vous présente les conclusions et les recommandations de cette étude. Donc, avant de débuter sur la présentation de résultats, comme je vous ai dit en introduction, on veut que vous ayez tous une base similaire sur les concepts d'économie circulaire. Donc, on passe brièvement quelques notions pour permettre aux participants d'avoir cette base. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà l'économie circulaire. Vous allez dire, ouais, c'est du recyclé, hein, pour rester dans le thème. Mais bref, pour être certain que tout le monde ait la même base, allons-y un peu avec les concepts d'économie circulaire. L'économie circulaire s'oppose à l'économie linéaire. En effet, l'économie linéaire se veut un écosystème où les ressources sont utilisées et jetées après une utilisation brève. Évidemment, il existe toutes sortes de nuances à donner, okay? Mais on va utiliser cette forme de définition de l'économie linéaire afin de la comparer à l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est un système qui vise à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien, d'un service, dans une logique de circularité ou de réutilisation. Plutôt que de jeter après usage ou consommer sans compter, les concepts est de favoriser une durabilité de la réutilisation, le partage, la valorisation, bref, de penser autrement l'utilisation des ressources. Nos ancêtres ont toujours pensé de cette façon-là, mais il semble qu'on ait perdu cette belle façon de faire avec l'industrialisation où on a cru que les ressources étaient infinies et qu'il suffisait de faire un trou pour pouvoir les jeter. Le schéma ici, qu'on voit, ça a été développé par Recyc Québec avec l'Institut EDEC et ça s'oppose à l'économie linéaire. Vous avez compris que les deux concepts sont présentés sur la diapositive. Je suis rendu, oui, exactement. Donc, l'économie circulaire vient donc repenser la façon de faire afin de favoriser une circularité des ressources en réduisant l'utilisation ou de permettre la réutilisation de ces mêmes ressources. L'écologie industrielle ou le rejet d'une entreprise devient l'intrant d'une autre est certainement une des 12 stratégies qui est la plus connue dans l'économie circulaire, mais il existe également 11 autres stratégies qui vous sont présentées sur cette diapositive-là. Que ce soit la planification du cadre bâti afin de réduire les résidus de construction, de rénovation, de déconstruction, bref, les CRD, ou l'intégration d'un matériau novateur à faible empreinte, l'éco-conception vient appuyer l'économie circulaire. D'autres stratégies comme le don, la revente, la location ou l'économie collaborative font appel au dynamisme des communautés. Si une entreprise ou votre voisin possède un équipement que vous aurez besoin, mais pas continuellement, et que vous avez un équipement que cette entreprise ou ce voisin a besoin, alors plutôt que de n'acheter chacun un, bien, aussi bien de penser de se le partager. Ceci évite de dépenser trop tout en favorisant la réduction de la demande sur les ressources et la gestion en fin de vie. Ce concept aurait tout avantage à être exploité en région éloignée et on va pouvoir en parler longuement plus tard. Le recyclage, le compostage, la valorisation sont des stratégies qui viennent en fin d'application pour l'économie circulaire. En effet, il vaut mieux réduire ou optimiser l'utilisation des ressources avant de les récupérer, de les recycler, composter ou même valoriser. Moins on transforme les matières, mieux c'est. Okay? Durant cette présentation, nous aborderons les 12 stratégies en économie circulaire explorer, discuter, observer durant l'étude auprès des 6 communautés. Donc, on vient de passer brièvement, sommairement, les concepts d'économie circulaire.
voyons maintenant les résultats de nos travaux auprès de ces communautés. Englobe tient à dire que toute ressemblance avec votre situation est bien possible et que les résultats des analyses des 6 communautés peuvent s'appliquer à votre voisin. Le plagiat est même recommandé lorsque ça s'applique dans votre situation. Donc, au terme d'un processus de sélection, les participants au projet d'analyse de flux de matière, d'AFM, dans une optique d'économie circulaire sur le territoire nordique, ont été Chapet, Chevry, Inukjuak, donc Pointe-de-Mingan, Mistassini, Fermont et ArcelorMittal sur le site de Mont-Wright. Chapet étant la communauté autochtone de Bay James, Chevry, le village de la Basse-Côte-Nord, desservi que par bateau ou par avion. Inukjuak, un des villages nordiques. Longue-Pointe-de-Mingan, une municipalité côtière de la Côte-Nord. Mistassini, une communauté crie des Youtube James. Fermont, une communauté au nord du 49e parallèle ayant un lien extrêmement étroit avec la société minière. Et finalement, ArcelorMittal au site de Mont-Wright. Chacun des participants à l'étude s'est porté volontaire afin de s'associer au projet. C'est bien important, on ne s'est pas imposé, on a proposé et les gens se sont présentés. Aujourd'hui, nous aborderons uniquement les résultats pour les 6 communautés. Le point en commun des participants, c'est toutes des communautés de moins de 5 000 habitants, sont toutes isolées des grands centres. Certaines sont plus isolées que d'autres, comme Inukjuak ou Chevry. Hein, on comprend pourquoi. Dans tous les cas, le transport est un défi logistique et de coût, principalement pour sortir les matières des communautés. Comme ce sont de petites communautés, les quantités à transporter sont aussi petites et représentent une charge financière très élevée. Alors, l'idée de l'économie circulaire est de faire plus avec moins en vue de réduire l'impact des rejets. Donc, l'objectif de cette étude est donc de produire une analyse de flux de matière afin d'identifier des pistes d'économie circulaire applicables au milieu. Pour chaque participant, une analyse de flux de matière a été faite afin d'identifier des opportunités de réduction et d'optimisation de l'utilisation des ressources, d'identifier des pistes favorisant l'économie circulaire, puis de préparer des plans d'action personnalisés. Vous allez voir, à la fin de tout ça, il y a des rapports qui vont être rendus publics ou sont déjà rendus publics. Il y a un rapport synthèse qui prend en compte l'ensemble des activités qu'on a faites pour les 6 communautés et on aborde chacune des éléments. Je vous invite donc à prendre connaissance des rapports individuels et du rapport synthèse qui brosse le portrait de la situation. On va aborder brièvement la méthodologie. Vous allez avoir là, dans les rapports, tout est bien expliqué, okay? Mais le nerf de la guerre, c'est la collecte des données qui a permis d'établir l'analyse de flux de matière de chaque participant. Okay? Ça s'est réalisé avec un questionnaire, une visite de chacune des communautés et une caractérisation des matières résiduelles. Vous voyez mes 2 collègues qui sont en train de trier des matières résiduelles. C'était dans un climat très convivial. On a été très bien reçus par les communautés. Vous avez tous participé très activement à faire en sorte qu'on soit bien reçus puis qu'on soit capable de réaliser ce qu'on avait à faire. Parmi les 6 communautés participants, au total, 325 ICI ciblés à l'étude ont reçu le questionnaire. L'objectif de ces questionnaires visait à collecter les données de consommation d'intrants, leur gestion, les extrants, les exportations ainsi que les rejets à l'environnement. Les questions abordaient les 4 grands flux, soit l'énergie, l'eau, les matières extraites dans la limite de l'AFM, puis les produits de consommation. Englobe a complété la collecte des informations par des visites dans chacune des communautés, comme on l'a dit précédemment. Sur place, on a rencontré plusieurs des organisations, soit des industries, des commerces et même les institutions. 154 organisations ont été rencontrées directement par Englobe, dont 108 ont accepté de participer au projet. Ça veut donc dire qu'il y a quelques ICI qui ont dit « je n'ai pas le temps hein? ». C'est un peu ça que ça veut dire. Puis, on a également visité les installations de gestion des matières résiduelles. Englobe a complété la collecte d'informations par une caractérisation des matières résiduelles, des lieux d'enfouissement et de toutes les matières qui étaient collectées, soit par la municipalité ou soit par les individus.
Dans chacun des rapports, les résultats d'analyse y sont présentés. Donc, vous allez avoir accès dans les rapports individuels à la caractérisation comme telle des matières résiduelles. Ici, on aborde le résultat du flux de matière. Mais avant de vous présenter les rapports qui sont présentés, d'ailleurs, les graphiques de Sankey, ils sont tous bien présentés. Mais avant que vous vous disiez que c'est un peu compliqué à regarder, on va essayer de vous présenter brièvement ce que ça veut dire. Okay? Ici, vous voyez, là, je vais prendre mon chose ici. Ouais, exactement. Ici, vous voyez la taille des flèches qui indique la grandeur du flux. Donc, un petit flux va se caractérise par une petite flèche. Okay? Et il y a même des flux qui étaient tellement petits qu'on a été obligé d'agrandir la taille des flèches pour qu'on puisse les voir. Donc, si vous interprétez bien, c'est que plus la flèche est grosse, plus le flux est grand. Okay? Ici, ce qu'on remarque, le graphique présente le flux général de Chevry, où l'on remarque que toutes les ressources sont importées. En effet, à l'exception de l'eau puisée à même les puits d'eau potable, et où le bois de chauffage qui constitue la plus grande proportion d'énergie utilisée par la communauté, les ressources sont tous importées. Dans ce cas, on remarque que le modèle de Chevry est presque en totalité linéaire. On reviendra sur les stratégies d'économie circulaire pour Chevry un peu plus loin dans la présentation. À l'inverse, ici, le modèle économique de Chappet présente des boucles de circularité qui sont bien visibles au graphique. Okay? On voit ici l'importation des matières, mais on voit qu'il y a des flux qui sont recirculés, tant pour l'énergie que pour les résidus ligneux. Okay? Parce que Chappet est une ville industrielle où il y a plusieurs types d'industries, dont l'industrie forestière et l'industrie de production énergétique. Un des éléments qui est important à comprendre dans ce graphique-là, qui nous aide à comprendre un peu l'économie circulaire de Chappet, c'est que si l'industrie forestière, qui est en jaune ici, venait à fermer, okay, il n'y aurait plus de production nécessaire pour alimenter l'électricité qui serait plus capable de fournir l'énergie à la production de serre. Donc, tout est interrelié, c'est très, très relié l'un à l'autre. Donc, le rejet de l'un devient l'intrant de l'autre. Et lorsqu'on ferme les rejets, l'intrant vient à disparaître. Des analyses de flux de matière ont été faites pour 4 communautés participantes au projet. Englobe a également joué dans les poubelles, évidemment, comme on vous l'a dit, pour voir quelles contenaient et Englobe a aussi rencontré et discuté avec des dizaines de responsables d'industrie, de commerce et d'institutions. Avec toutes ces informations, nous avons pu établir un portrait assez fidèle de chaque communauté et surtout d'identifier les pistes de circularité. Rappelons que le but du projet était de réaliser des analyses de flux de matière dans l'objectif de produire des plans d'action visant à mettre en place des stratégies d'économie circulaire. Ainsi, l'analyse de flux de matière est un outil d'analyse en économie circulaire. Pris individuellement, l'AFM, les entrevues ou la caractérisation des matières résiduelles, ça ne fait que brosser un portrait sommaire. La combinaison de l'AFM, des questionnaires, des entrevues et de la caractérisation fait en sorte que le travail est complet. Okay? Tous les... permettent d'identifier les pistes de circularité très concrètes accompagnées d'actions et l'économie circulaire peut s'épanouir. Les prochaines diapositives vont présenter les stratégies les plus souvent relevées en économie et dans les 6 communautés. Des exemples y seront présentés sans toutefois décrire les 175 pistes identifiées, parce qu'on serait là encore demain matin. Donc, on se souviendra qu'il existe 12 stratégies d'économie circulaire. Dans les prochaines diapos, on passe à travers quelques-unes de ces-ci et avec des exemples concrets d'application au sein des communautés.
Sachez que toutes les stratégies d'économie circulaire ont été abordées dans les rapports qui sont disponibles sur le site Internet de Recycle Québec. Puis vous avez compris que ici, celles qui sont en gras, c'est celles qu'on va aborder dans les prochaines diapositives. Donc, allons voir maintenant les résultats. On va sauter la première, l'éco-conception. On va aller tout de suite directement à la consommation et approvisionnement responsable. Certaines pistes comme l'électrification des véhicules municipaux semblent évidentes. Okay? La municipalité de Longue-Pointe possède déjà des bornes de recharge et les véhicules municipaux pourraient avoir leur propre borne. Le transport des marchandises est également un élément complexe où des grandes quantités de ressources sont nécessaires à la protection des marchandises. Or, ces ressources sont en presque totalité envoyées à l'enfouissement pour la majorité des communautés étudiées. On parle de palettes de bois, on parle de sacs de plastique qui viennent entourer les matières qui sont transportées. Tout ça devient un extra qui n'a pas de débouché, qu'on n'est pas capable de trouver de solutions économiquement intéressantes. Finalement, un des éléments qui peut causer de nombreux casse-têtes en communauté isolée, c'est la gestion des CRD. À Chevry, juste avant notre arrivée, une maison complète avait été déconstruite et l'ensemble des matériaux de construction avait été déposé au lieu d'enfouissement en milieu nordique, communément appelé LEMN. Si une déconstruction ordonnée plutôt qu'une pelle mécanique aurait permis une récupération d'une quantité appréciable des matériaux de construction qui serait encore utile. On voit ici là, un exemple de déconstruction responsable où les châssis ont été récupérés. Okay? Ainsi, l'ajout d'un permis de déconstruction ou à la rénovation orchestré par la municipalité permettrait d'y ajouter des éléments de récupération de matériaux réutilisables, limitant ainsi l'enfouissement et l'incinération des matériaux encore utiles. Parce qu'à plusieurs endroits dans les communautés nordiques, vous devez savoir que les matières résiduelles sont brûlées à ciel ouvert. Okay, on parle des communautés qui sont extrêmement éloignées. Chevry en fait partie, mais Inukjuak également en fait partie. Ça fait donc que prendre une maison et la brûler, ce n'est pas une solution qui est super écologique, disons. Dans une autre stratégie, celle de l'optimisation des opérations, on va rester à Chevry pour l'instant, où l'ensemble des matières sont transportées par le Bella des Gagnés, qui est un bateau de transport de vrac, pas de vrac, mais de marchandises, okay, et est débarqué sur un quai qui n'est pas à Chevry. Et toutes les matières sont transportées avec le Mécatina 2, qui est une petite barge de transport. Donc, on parle de transporter des containers complets qu'on doit décharger sur le quai de Rickton Harbor, okay, pour pouvoir les transporter sur le Mécatina 2, qui vont, elles, être remis sur la terre ferme à partir d'une grue qui est pas très puissante. Une grue plus puissante permettrait de transférer le contenu plein directement du quai de Chevry, diminuant significativement le nombre de manipulations et le temps nécessaire pour les effectuer. À l'inverse, le retour des marchandises comme les matières recyclables est très complexe dû au fait que la barge de la Société de transport du Québec ne permet pas de soulever des conteneurs. Okay? Donc, les gens doivent trier et emballer chacune des matières recyclables, okay, pour pouvoir permettre leur transport. Donc, le papier, le carton doivent être emballés sur des palettes avant d'être retournés vers le centre de tri ou le recyclage. Donc, il y a beaucoup de manipulations ici. Puis, un des éléments pour Chevry que vous devez savoir, c'est que tout le tri des matières se fait par des bénévoles, soit des étudiants, soit des gens qui habitent à Chevry directement. Pour Inukjuak, ici, on parle toujours d'optimisation des opérations en gestion de l'eau potable et des eaux usées. Okay? Pour le village nordique d'Inukjuak, la distribution de l'eau potable et de la gestion des eaux usées est assurée par un camion-citerne et collecteur. Chaque jour, un camion fait le tour de la communauté pour distribuer de l'eau potable qui est accumulée dans un réservoir. Lorsque cette eau est utilisée, elle est entreposée dans un autre réservoir d'eau grise.
Un autre camion vient alors chercher cette eau pour la collecter et l'envoyer dans les étangs d'accumulation. C'est donc un va-et-vient quotidien pour la gestion de l'eau pour cette communauté. Un système de distribution via un aqueduc ou des égouts permettrait de réduire les gaz à effet de serre produits par le déplacement incessant. L'exemple d'Arrington Harbour, qui est juste à côté de Chevry, sur la Basse-Côte-Nord, a construit son système de distribution sur le roc directement et il ne fait pas moins froid qu'à Inukjuak, à Arrington Harbour. Tout ça est fonctionnel, ils n'ont pas besoin d'un camion. Donc, l'optimisation des opérations, lorsqu'on conçoit quelque chose, lorsqu'on y pense, lorsqu'on veut améliorer les choses, on doit viser à essayer de limiter les manipulations. L'économie collaborative, c'est une autre stratégie qui est dans les 12 stratégies d'économie circulaire. Fait appel à l'entraide entre entreprises. La photo qu'on voit ici, qu'on voit ici, celle-là, celle de Fermont ou de Mistassini, présente une presse à carton. Ici, c'est la coop de Fermont qui utilise une presse à carton pour réduire le volume de carton à transporter. Toutefois, la presse à carton est utilisée que quelques heures par semaine et le propriétaire de la coop nous a même mentionné qu'il était bien prêt à faire la collaboration avec les gens pour faire en sorte qu'ils puissent l'utiliser et réduire eux-mêmes leur volume de carton à transporter. On a remarqué dans tous les travaux qu'on a faits en 2022 qu'il y a plusieurs entreprises qui pouvaient avoir des besoins spécifiques similaires de presse à carton ou d'équipements qui vont réduire le volume de carton à transporter. Puis, si ce n'est pas fait, bien, ce carton-là s'en va directement à l'enfouissement, ce qui est plutôt dommage. Dons et reventes. On a rencontré à plusieurs communautés une volonté de favoriser le don et la revente, et c'est souvent orchestré par les bénévoles qui gèrent ou qui sont associés à l'éco-centre. Donc, le don et la revente vient donner une seconde vie à des objets qui n'ont pas plus d'utilité, mais qui pourraient être réutilisés par d'autres. L'exemple de Fermont, qui extrait certaines matières, mais Chevry également, comme on l'a vu, et d'autres ailleurs, Mistassini, par exemple. Donc, à Fermont, ils extraient des châssis, des meubles et d'autres objets qui sont utiles pour d'autres, et faits par des personnes bénévoles qui sont souvent des employés de la municipalité, mais qui font ça sur des heures en dehors du bureau. À l'inverse, si cela n'est pas fait, les matières vont directement à l'enfouissement. Donc, on parle d'équipements, de meubles qui sont tout à fait viables, un peu comme on voit ici sur la photo de Longue Pointe de Mingan. Ce n'est pas que Longue Pointe ne le fait pas, ils le font également, mais parfois, les matières s'en vont directement au lieu d'enfouissement sans avoir été triées sur le volet. Cette stratégie repose sur l'énergie et l'implication des employés qui vont mettre de côté des objets et les rendre disponibles sur les réseaux sociaux. Sans jeu, cette stratégie demande une logistique très difficile à mettre en place. Par exemple, le groupe Facebook de Mistassini Québec Buy, Sell and Everything Else, ou bien Mistassini Buy, Sell and Trade and Community Announcements, permet aux membres de la communauté de vendre, d'échanger ou de faire des dons de certaines matières. Une quinzaine de publications sont affichées tous les jours à Mistassini. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre eux. Dans le même ordre d'idée, le personnel de gestion des lieux d'enfouissement ont souvent l'habitude de mettre de côté des objets ou des équipements où le prélèvement de pièces est fait. Par exemple, à Chevry, on voit un exemple flagrant, ou à Mistassini, ici, avec des frigos, ou le véhicule ici, qui sert un peu d'éléments de pièces de rechange. Donc, les gens viennent piger directement dans le lieu d'enfouissement
pour avoir accès à des pièces qui seraient obligés d'acheter neuves, alors qu'ils ont une quantité déjà importante ou intéressante déjà dans les écocentres. L'écologie industrielle. L'écologie industrielle, ça veut certainement la stratégie la plus connue en économie circulaire. Le rejet de l'un devient l'intrant de l'autre. Le projet d'AFM a permis d'identifier des projets déjà bien en place, dont celui de Boréa à Chapais, où des résidus forestiers ligneux résiduels sont utilisés pour créer des huiles essentielles. Utilisés avec la chaleur provenant de la centrale de cogénération de Chapais Énergie, sont capables de faire des huiles essentielles qui ont une certaine valeur. Cette même chaleur est utilisée également pour chauffer des aires de production de tomates à proximité de l'usine de cogénération. Donc, le rejet de l'un, que pendant longtemps, l'usine de Chapais Énergie rejetait sa chaleur directement à l'atmosphère. Maintenant, il y a des utilisateurs. Donc, c'était un rejet qui est devenu maintenant un intrant. À Longue Pointe de Mingan se trouve une usine de transformation des produits de la mer. Okay? De grandes quantités de résidus de crabe y sont produits qui se retrouvent dans la fosse d'enfouissement. Or, la régie de gestion des matières résiduelles utilise ces résidus pour la végétalisation des cellules d'enfouissement, ce qui crée un milieu de culture très fertile, évitant à la régie d'importer des engrais chimiques pour cette même végétalisation. Dans plusieurs régions du Québec, des organismes de développement économique municipaux ou œuvrant en environnement ont mis en place des symbioses et organisent des ateliers de maillage. Ces ateliers visent à connecter les générateurs de matière et des utilisateurs de ces mêmes matières. Trop souvent, les petits générateurs ne trouvent pas de débouchés à leurs résidus qui se retrouvent à l'enfouissement. C'est pourquoi tous les rapports d'AFM réalisés ont proposé ce type d'action qui vise à caractériser les rejets et de favoriser la discussion avec d'éventuels utilisateurs. Cette façon de faire demande beaucoup d'énergie de la part des acteurs économiques, mais sont généralement peu dispendieux comparativement à d'autres stratégies. Donc, ici, notre belle photo ici avec la tasse de café, on voit des gens qui sont en train de parler d'économie circulaire. Recyclage et compostage. Le recyclage permet d'éviter que des matières soient envoyées à l'enfouissement. Évidemment, tout le monde sait ça. Dans les communautés situées au sud du Québec, les activités de recyclage sont courantes et des centres de tri sophistiqués sont bien implantés. Or, dans les communautés nordiques, le recyclage implique une manipulation et un transport qui fait en sorte que peu d'activités de cette sorte sont économiquement faisables pour de plus petites communautés. Une façon de réduire les frais est d'augmenter la densité des matières qui sont transportées. On a pas, ça fait beaucoup de fois qu'on en reparle, là, le transport. Le premier exemple de la presse à barils, okay? Ici, à Mississippi, ils ont une presse à barils, ils ont des barils de carburant qui pressent et qui va réduire les barils à approximativement 10 du volume initial, ce qui densifie le métal, ce qui fait en sorte qu'un voyage, qui est l'élément le plus dispendieux, coûte beaucoup moins cher pour un volume, en fait, vous transportez beaucoup plus de poids pour le même voyage. Ne pas gérer la ferraille dans les communautés nordiques fait en sorte que l'on retrouve des montagnes de métaux. Okay? Ici, on voit Chevry et c'est l'accumulation de plusieurs décennies de métaux. Puis là, on a seulement un bras de l'andin de métaux qui est entreposé. Donc, c'est une problématique. Ça empiète sur le territoire et ce n'est pas chic-chic. En plus de causer des problèmes environnementaux. Au-delà des matières ferreuses, la fibre, comme le carton, sont généralement récupérés par les communautés à l'étude, mais sont soumis aux mêmes enjeux de transport. Une presse à carton permet d'optimiser le transport et il est possible de partager ces équipements entre plusieurs organismes. On a déjà discuté. Concernant le compostage, la communauté de Mistissini a installé un composteur mécanique qui vient traiter les résidus organiques. C'est celui-là ici. On ne voulait pas faire de publicité, mais bref, c'est un des composteurs qui existent sur le marché.
Cette façon de faire a l'avantage de traiter de grandes quantités de matière et permet un contrôle efficace de la maturation du compost. Tout au long de l'étude, on a croisé des boîtes de compostage domestique qui reposent sur la volonté des citoyens de traiter leurs résidus organiques. Or, cette façon de faire ne permet pas de traiter des matières organiques comme les viandes. Ce n'est pas une bonne idée de composter sur le bord de notre porte des restants de carcasses de poulet. Donc, toutefois, il est facile d'implanter de telles mesures. Le village de Chevry, entre autres, a reçu plusieurs boîtes de compostage, mais dû au manque de ressources, peu de citoyens les ont installées, malheureusement. Finalement, la valorisation est la dernière stratégie d'économie circulaire. Cette stratégie doit être la dernière à être appliquée. Toutefois, pour certaines matières, comme les biosolides municipaux, la valorisation est l'unique façon d'éviter l'enfouissement. Pour les palettes de bois et le carton, il est préférable de favoriser la réutilisation plutôt que d'en faire la valorisation énergétique. Il arrive que seule la valorisation soit faisable dans un contexte nordique. Il s'agit de prendre cette matière, bois, carton ou des biosolides, d'en faire une valorisation qui viendra modifier de façon permanente sa structure. L'exemple du cordage de pêche qui permet de réaliser des tapis est un bon exemple. Ici, à Longue Pointe de Mingan, je sais que sur la Côte-Nord, il y a déjà eu des projets de récupération de cordage. C'est un autre organisme là, qui, je ne me souviens pas si les résultats sont probants, mais il existe des façons de faire pour récupérer et valoriser le cordage en autre chose. Donc, maintenant, parlons des plans des plans d'action. Ouais, c'est ça, il est 14h07. On va essayer de faire ça vite. Maintenant que nous avons parlé de plusieurs stratégies d'économie circulaire, on va aborder dans les prochaines minutes les plans d'action. Donc, je veux juste revenir. On expose uniquement quelques-uns des actions. On n'a pas pris l'ensemble des actions parce qu'il y en a plusieurs. Okay? Donc, vous êtes invités à aller lire les rapports, évidemment, qui sont très loquaces sur les différentes actions à faire. Donc, exemple d'actions proposées, Échappée, vous allez voir, il y a plusieurs actions qui se recoupent. L'implantation de la collecte et le traitement des matières organiques. Ça revient à peu près partout. Évidemment, à Mistassini, on comprend qu'on n'a pas besoin parce qu'ils le font déjà. Le développement de débouchés pour le bois, développement de débouchés pour valoriser les cendres, puisqu'il y a beaucoup de cendres qui sont produits avec l'usine de cogénération, puis la valorisation des agrégats. Évidemment, l'implantation de la collecte des traitements des matières organiques, ça relève de la ville, puis qui devrait même être impliqué au niveau de la MRC ou du gouvernement Eugene James. Et il y aurait certainement de la synergie à faire avec la ville de Chibougamau et la communauté CRI de Ojibougamau. Au niveau de Mistassini, on parle de l'optimisation de l'aménagement de l'écocentre. Ils ont déjà un écocentre. Toutefois, lors de notre visite, on a identifié des éléments qui méritent d'être améliorés. Il y a évidemment la prise en charge des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, la REP. L'optimisation de la production du compost. Le composteur avait des problèmes techniques. La réparation est un enjeu puisqu'ils sont assez loin. Donc, avant d'installer un composteur mécanique, pensez à son utilisation et au cas où il y aurait un prix, lorsque vous auriez des grosses quantités de matière organique à traiter puis que votre équipement ne fonctionne pas, il faut avoir un plan B. L'aménagement d'un espace de don et de réemploi, développement de débouchés pour le bois. Vous allez voir, ça revient régulièrement. À Inukjuak, l'aménagement d'un nouveau LEMN et la fermeture du LEMN actuel, lieu d'enfouissement en milieu nordique, est une des actions prioritaires. Ils sont pleins dans leur lieu d'enfouissement actuel est plein et le nouveau n'est pas optimal. En fait, il est souvent inondé, ce qui n'est pas acceptable pour l'enfouissement des matières.
L'implantation d'un éco-centre serait certainement une idée très importante à mettre en place, la récupération du carton, puis l'implantation de la collecte du traitement des matières organiques. Au niveau de Longue Pointe de Mingan, encore dans les exemples, je vous rappelle, ce ne sont que quelques exemples. Vous allez voir, il y a une suite dans nos idées. L'implantation de la collecte et du traitement des matières organiques, c'est revenu encore une fois. Il y a déjà une petite avenue qui est développée avec les carcasses de crabe, mais il y aurait raison d'optimiser tout ça. Développement de débouchés pour le bois, hein, bien, on en a déjà parlé. Location d'équipements de broyage du bois. Sur la Côte-Nord, vous êtes chanceux, il y a un centre de tri qui a un équipement prêt à être utilisé, qui est utilisé que quelques semaines par année et qui n'est pas très loin. Remplacement des véhicules à combustible par des véhicules électriques, puisque les véhicules de la municipalité ont un circuit court, ils ne font pas nécessairement des longs voyages. Ce serait facilement utilisable, la borne. Et la promotion du tri à la source pour les contenants de verre. Puisque le verre est séparé, il y aurait idée d'augmenter la sensibilisation auprès des gens qui font le tri, surtout pour les touristes. Au niveau de Fermont, une des premières priorités, et je sais que la ville est déjà très active dans ce domaine-là, c'est l'aménagement d'un lieu d'enfouissement en tranchée qui devrait être aménagé selon les règles de 2023. Récupérer la récupération du carton est une excellente idée. La presse à carton revient encore une fois. L'implantation de la collecte et traitement des matières organiques. Ah ben, regardons. Développement de débouchés pour le bois. Ah ben, regardons, encore une fois, aménagement d'un espace de don et de réemploi. Actuellement, Fermont, ce qu'ils font, c'est très volontaire, mais il y aurait raison de faire quelque chose de plus organisé. Au niveau de Chevry, dernière communauté, l'implantation et la collecte, l'implantation de la collecte et le traitement des matières organiques, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, l'amélioration de la gestion des matières recyclables et des contenants consignés, puisqu'on retrouvait beaucoup de contenants consignés dans la caractérisation, l'amélioration de l'efficacité de la barge de transport serait un élément extrêmement facilitant pour la communauté afin de pouvoir sortir ces matières recyclables, puis récupérer, exporter les métaux qui sont accumulés depuis des décennies. Est certainement un enjeu, voire une priorité qui devrait mettre de l'avant. En conclusion et recommandations, okay, c'est ça. L'étude d'Englobe qui a été réalisée en 2022 a permis d'identifier 175 pistes d'économie circulaire. J'ai pris du retard un petit peu, mais on arrive proche de la fin. Vous avez dans le tableau à gauche le nombre de pistes de présentées dans les projets. Vous allez retrouver ce tableau-là dans le rapport synthèse. Mais sachez qu'il y en a 175 pistes d'économie circulaire qui ont été identifiées. De ces 175, 105 étaient uniques et spécifiques à l'une des communautés ou de la minière. Vous avez compris que la collecte des matières organiques puis le compostage, c'en est une qui a été retrouvée dans presque toutes les communautés. Donc, ça fait en sorte qu'il y en a quelques-unes qui sont dédoublées. Puis, il ressort 23 actions prioritaires et 16 moins prioritaires qui sont identifiées et proposées aux participants. Malgré les spécificités qui existent entre les 6 communautés étudiées, il existe de nombreuses similarités. Okay? Entre autres, l'accessibilité réduite des communautés fait en sorte qu'ils ont tous ce même enjeu-là. L'importation des ressources qui sont extrêmement dépendantes de plein de ressources, entre autres l'énergie qui est combustible. Les services de récupération sont absents ou incomplets. Puis les infrastructures d'enfouissement des matières usuelles adaptées à leur réalité locale
On a parlé du lieu d'enfouissement en milieu nordique de Inukjuak qui cause des problèmes. Mais il y a Fermont également qui ont besoin d'éléments chevreries qui débordent, qui a besoin de ressources, en fait. Et ça fait en sorte qu'ils ont tous à peu près les mêmes similarités. Puis les actions similaires, que j'ai fait référence tout au long de la présentation, c'est l'implantation de la collecte et le traitement des matières organiques. C'est l'implantation d'un écocentre ou augmentation de sa portée, incluant un point de dépôt pour les produits de la REP. Gestion des palettes de bois, c'est puisque tout est importé et tout est importé soit par camion ou bateau, c'est tout transporté sur des palettes de bois. Donc, les palettes de bois ne sont pas récupérées, sont laissées sur place, même s'il y a des consignes sur les palettes, il est plus intéressant de les laisser sur place que de les ramener. Et l'optimisation de la collecte des matières recyclables fait partie des actions qui sont similaires pour chacune d'elles. Dans les rapports, puisqu'on n'a pas abordé spécifiquement chacun d'eux, parce qu'on serait encore en train d'en parler, mais dans les rapports, vous allez voir chacune des communautés décrites individuellement, puis le rapport synthèse fait un retour sur l'ensemble des communautés et vous présente un peu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Nous sommes rendus à la période de questions et réponses. Dernier point, le rapport personnalisé et le rapport synthèse sont disponibles, comme je l'ai dit, sur le site Internet de Recyc Québec. Je ne sais pas si on va pouvoir ou c'est déjà fait, mais un lien hypertexte va vous être transmis dans le chat, dans les conversations. Pour les communautés de Mistassini, de Nukjuak, des versions anglaises de leur rapport sont disponibles dans les prochains, sont disponibles en fait. Puis le rapport synthèse est produit en français et sera remis ultérieurement dans quelques jours, quelques semaines en version anglophone. Puis, je tiens à remercier personnellement l'ensemble des communautés puis l'industrie minière qui nous a accueillis, qui nous a ouvert leurs portes, qui ont été extrêmement transparents avec leurs problématiques et sans leur appui, sans leur effort, sans leurs idées, le travail qu'on a réalisé n'aurait pas été le même. Merci beaucoup. Et c'est maintenant aux questions-réponses. Pour commencer, effectivement, le lien vers les rapports personnalisés de chacune des communautés et de la minière il a été publié. Donc, vous pouvez aller voir dans la section questions et réponses. Aussi, pour vous informer que le webinaire aujourd'hui a été enregistré. Donc, aux personnes qui auront été inscrites aujourd'hui, nous allons leur transmettre l'enregistrement. Et peut-être aussi sur la page de Recyc Québec, éventuellement, là, je laisserai à Recyc Québec décider. Donc, voir avec eux là, si, il y aura aussi une publication de l'enregistrement. On a eu une question aussi au niveau de l'accès du PowerPoint d'aujourd'hui. Donc, si le PowerPoint allait être accessible ou non. Donc, c'est plutôt, possiblement, il va falloir, vérifier. Désolée, je n'ai pas la réponse aujourd'hui pour vous au niveau du PowerPoint. Si jamais il est disponible, là, ça sera aussi, sur la page, de Recyc Québec, là, où est-ce que les, présentations, plutôt les rapports ont été, diffusés. Donc, ça sera d'aller surveiller, cette page-là pour voir si le PowerPoint sera accessible. On a aussi la communauté d'Inukjuak qui nous a transmis une bonne nouvelle pendant la présentation. Donc, Inukjuak aura bientôt son site de compostage. Donc, à partir de l'automne, ça sera un service qui va être rendu à Inukjuak. Toujours en lien avec les matières organiques, Jean-Luc, on a une communauté qui a plutôt une question qui nous a été demandée. On nous demande si, pour les petites communautés isolées, est-ce qu'il serait préférable d'avoir des points de dépôt au lieu d'avoir une collecte porte-à-porte, donc pour les matières organiques? C'est une bonne question, ça. En fait, c'est difficile à répondre de façon franche, pas franche, mais tranchée, à savoir oui ou non. C'est un hybride. La collecte de porte-à-porte est souvent un élément qui est facilitant pour les gens.
Lorsqu'on parle de petites communautés isolées, par exemple Chevry, qui a 250 habitants, qui varie en plus dans le temps d'une saison à l'autre, le point de dépôt pourrait être une bonne façon de faire si le point de dépôt est facilement accessible. Si vous avez, par exemple, la communauté de Longue Pointe de Megan, le point de dépôt il serait probablement pas une bonne idée puisqu'il y a beaucoup de tourisme. Fait que les gens, ils ne sauraient pas où aller le porter. Fait que finalement, ça se ramasserait probablement dans les poubelles et l'effet ne serait pas assez important. Donc, moi, je pense que c'est une avenue qui doit être étudiée, qui devrait être même proposée aux citoyens pour connaître leur opinion. Et on serait étonné de voir comment eux préféraient l'un ou l'autre. Si on parle de la région de Fermont, je ne crois pas qu'un point de dépôt serait accepté, d'autant qu'il y a déjà une collecte des matières résiduelles, puis des matières résiduelles qui se fait. C'est déjà un processus qui est bien compris. Les gens de Fermont, à moins que M. Bouchard, vous auriez quelque chose à ajouter là, dans tout ça, là, mais le point de dépôt est une excellente idée, mais à être étudié avant de mettre en place. Jean-Luc, on a une question, une personne qui a la main levée, c'est Julie Duchesne. Je vais ouvrir votre micro. Julie, voilà, c'est fait. Vous pouvez ouvrir votre micro sur votre écran puis poser votre question. Bonjour. Bonjour. Je travaille pour Synergie 138, puis justement, je couvre le territoire de la Basse-Côte-Nord jusqu'à Fermont. Je me demandais, les municipalités, présentement, est-ce qu'ils ont vu ce rapport-là? Est-ce qu'ils en ont pris connaissance? Les rapports ont été transmis la semaine dernière, jeudi dernier. Parfait. Ça veut dire que vous m'avez ouvert la trace pour que je les aborde pour leur compost? Ben oui. Bon, parfait. On va continuer votre travail. C'est excellent. Merci. Nous avons une question au niveau des caractérisations, donc qui ont été réalisées. On nous demande si toutes les caractérisations ont été réalisées dans les communautés. Dans notre travail, on avait l'obligation de faire une caractérisation, puis tous les rapports de caractérisation sont présentés dans les rapports individuels. Donc, vous allez avoir les résultats de cette caractérisation-là. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. Oui, je crois que Jean-Luc, c'était clair. Donc, on vous invite à aller voir dans chacun des rapports des personnalisés pour voir les résultats des caractérisations. On a une question au niveau de l'indice de circularité. Donc, sachant que l'indice de circularité du Québec est situé à environ 3,5 est-ce que l'exercice a été fait pour le territoire nordique? Si oui, l'indice se situe à quel niveau? On n'a pas cet indice-là. Je dirais que ça doit être assez similaire, voire moins que 3,5 En fait, dans les communautés nordiques comme Chevry, il y a peu de chances que ça soit plus haut que 3,5, alors que pour Chapet, il est fort possible qu'il soit plus élevé. Mais vous le savez plus que moi, Mme Wood. Alors, on a une autre question. Jean-Luc, est-ce que les coûts de construction et d'entretien de systèmes d'aqueduc pour la gestion de distribution d'eau potable et des eaux usées dans les villages nordiques ont été pris en compte pour tenir compte d'une éventuelle économie? On n'a pas abordé le volet économique. On parlait d'économie circulaire. Ce ne sont que des propositions. Évidemment, ça prend, lorsque vous allez lire les plans d'action, vous allez voir qu'il y a une évaluation, entre guillemets, très sommaire là, des coûts associés à l'application de l'action.
Il y en a qui ont seulement qu'un petit signe de dollar, puis il y en a d'autres qui en ont 4 signes de dollar. Donc, vous comprendrez que plus il y a de signes de dollar, plus ça coûte cher. Mais il y a même une échelle là, qui a été établie, là, à savoir moins de 25 000 ou plus d'1 million. Là. C'est nécessairement très dispendieux de reconstruire des égouts et de l'aqueduc. C'est compliqué, ça demande des autorisations, ça demande beaucoup d'ingénierie, puis ça demande beaucoup d'efforts venant de la communauté. Et malheureusement, on n'était pas à ce niveau de détail-là. Il y a une autre main levée, là? Oui, effectivement, Monsieur Denis Lord. Donc, je vais juste autoriser votre micro. Donc, maintenant, vous pouvez poser votre question, Monsieur Lord. Est-ce que vous pourriez répéter où sont disponibles les rapports, s'il vous plaît? Si vous allez dans la section questions et réponses, vous allez pouvoir voir Mme Hélène Gervais, là, qui est une représentante de Recyc Québec, qui a mis le lien vers la page sur le site Internet de Recyc Québec où vous pouvez voir donc les rapports personnalisés des sites communautés et de la minière. Je n'ai pas été vérifiée, mais il y aura aussi peut-être déjà diffusé le rapport synthèse là, qui résume les travaux qu'on a fait dans chacune des communautés pour la minière. Est-ce que ça se trouve sur la page Teams, sur Chrome ou sur les furteurs différents? C'est en haut dans votre affichage, vous allez pouvoir voir Q et R. Donc, si vous cliquez sur Q et R, vous devriez voir la communication qu'a fait Hélène Gervais. Vous pouvez me dire si ça fonctionne? Non, je ne le vois pas en tout. Sinon, C'est dans les publications publiées. Là. Écoute, je vais communiquer avec vous En pour fait, en avoir des copies. Je ne veux pas déranger tout le monde pour ça, mais je ne vois rien du tout. En fait, M. Lord, si vous allez sur recycquebec.gouv.qc.ca et que vous allez sur l'onglet Actualité et Économie circulaire, vous devriez vous retrouver pas très loin de la publication. OK, merci. Jean-Luc, on a une autre question. Comment convaincre les organismes de gestion désignés, donc les organismes là, qui s'occupent de la récupération de la peinture, des lampes au mercure, là, etc., là, d'offrir une desserte adéquate dans les communautés nordiques, étant donné les coûts qui sont élevés et les faibles quantités à récupérer? Tout à fait, hein, tout à fait. En fait, ça, c'est un des éléments qu'on a remarqué, c'est que la plupart pas la plupart, mais il y avait des communautés, entre autres Mysticini, qui étaient sur qui est relié par route, une route pavée en plus, et qui auraient normalement accès à la récupération de plein de produits élargis, là, la REP, là, et que les fournisseurs de services ne vont pas jusque-là, ce qui est très décevant. Donc, je n'ai pas de solution. Je pense qu'il y a peut-être de la sensibilisation auprès de ces gens-là à faire par les organismes gouvernementaux, sans que ce soit magique. Et il y a peut-être même la législation qui devrait être applicable. Je sais qu'avec la consigne élargie et tout ça, le questionnement va s'additionner à celui-là, à savoir comment on fait pour aller récupérer les contenants consignés sans que ça devienne un chemin de croix ou un calvaire ou prendre une expression moins ostentatoire, là, une traîne dans le bois. Donc, c'est important que les gens, que vous fassiez valoir pas vos droits, mais votre engagement envers la récupération de ces matières-là. Et j'ai pas de recette magique, malheureusement, pour vous. On a une autre question. Est-ce que c'est une question de M. Serge Boulanger. Est-ce que les
caractéristiques ou les conditions climatiques là, entre les différentes communautés, ça a été évalué dans les plans d'action parce que c'est quand même très différent, mettons, entre les villages nordiques puis Chevry ou la base Côte-Nord, là. Tout à fait, tout à fait. En fait, vous avez parfaitement raison, M. Boulanger. La réponse, c'est non, OK? Mais ça venait de soi. Puis de toute façon, les communautés nordiques sont déjà bien au fait de leurs conditions climatiques différentes des autres. Par exemple, Inukjuak, il y a 3 livraisons par bateau par année. Sur la Côte-Nord, sur la basse Côte-Nord, Chevry, la livraison se fait par bateau uniquement lorsqu'il n'y a pas de glace. Et c'est de mai, si je me souviens bien, hein, Dominique, de mai jusqu'à temps que la glace pogne, parce que le bateau Bella de Gagné débarque le matériel à Harrington Harbour et lorsque la glace prend, ben, le Mécatina 2 ne peut pas aller livrer. Ce qui est complètement différent que de la situation de Longue Pointe de Mingan, qui est sur la côte nord, qui est quand même assez loin l'un de l'autre, mais qui est sur la côte nord et qui est relié par la route. Donc, les conditions climatiques n'ont pas été prises en compte. On n'a fait que le portrait, puis les suggestions d'action venaient s'appuyer sur ce qu'on a observé sur place. Mais non, on n'a pas fait de distinction au niveau climatique. On ne parle pas d'adaptation au changement climatique, on ne parle pas de changement climatique tout court, okay? Mais c'est certain que avec le réchauffement planétaire qui est annoncé et qui est en train de se vivre, bien, probablement qu'Inukjuak pourrait avoir des livraisons plus régulières. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux? Je ne suis pas convaincu. Okay? Donc, bref, votre réponse, la réponse à votre question, c'est non. On n'a pas pris en compte, il n'a pas été évalué. Déjà, 2h32, si les gens ont encore quelques minutes, on aurait potentiellement une question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les poser. Peut-être, Jean-Luc, je pourrais demander celle-là qui risque d'intéresser beaucoup les gens. Donc, quelles sont les suites au projet plan d'action à mettre en place? Ça serait par qui? Est-ce que ça serait par les communautés? C'est une bonne question. En fait, on avait hâte de pouvoir transmettre les informations, en fait, de pouvoir vous présenter les résultats. C'est certain que les communautés seules ne peuvent pas tout mettre en place. Et il y a plusieurs actions qui sont simples, plusieurs actions qui n'ont pas besoin de tant d'argent que ça. Mais il y a des actions qui sont très dispendieuses. Par exemple, la reconstruction d'un lieu d'enfouissement en tranchée pour la ville de Fermont. C'est gigantesque là, comme travail. Là. Ça ne peut pas se faire sans appui financier, sans avoir une levée de fonds quelconque pour pouvoir réaliser le projet. À l'inverse, avoir des boîtes de compost domestiques, okay, comme Chevry ont reçu, mais que ça soit appliqué pour l'ensemble des communautés nordiques, c'est quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'argent, qui peut se faire en étapes, qui peut se faire en phases. Une première phase de 100 boîtes, par exemple, pour les citoyens. Là, il n'y a plus de boîtes, on en recommande une centaine d'autres, puis jusqu'à épuisement de la volonté des citoyens, si on peut dire, là, pas jusqu'à épuisement des stocks, ou bien de faire utiliser, entre autres, le bois, c'est une idée qui me vient de même, là, utiliser les palettes de bois pour faire des boîtes de compost, ce serait possiblement quelque chose, en autant qu'elles ne soient pas traitées. Si c'est du bois naturel, vous pouvez l'utiliser, faire des boîtes de compost qui sont très, très bonnes pour faire du compostage domestique. Donc, l'applicabilité des mesures ou des actions qui sont proposées vont varier, okay, d'une action à l'autre. Et il y en a qui vont être prises en charge par les communautés, les plus simples, les plus rapides, le maillage entre les générateurs et les utilisateurs d'écologie industrielle. Ça se fait relativement facilement. Ça se fait en continu également. Alors que les bornes de recharge ou la production d'un lieu d'enfouissement en milieu nordique, c'est des choses qui demandent beaucoup d'argent, beaucoup d'études et que régulièrement, les communautés sont appuyées par les gouvernements
pour réaliser ces projets-là. Donc, je n'ai pas de bonne réponse à vous dire. Les prochaines actions à mettre en place seront décidées par les communautés et chacune d'elles, puis je l'ai dit, hein, les communautés qui ne faisaient pas partie de l'étude, vous avez le droit de plagier, il n'y a aucun problème, c'est permis, c'est permis à tout craint. Mais vous pouvez utiliser, vous pouvez mettre en place des mesures et c'est à vous à décider des meilleures actions ou les actions les plus faciles. En franglais, on appelle ça des quick wins ou des gains rapides. Si vous avez identifié des éléments comme la brocante ou de juste enlever les matériaux qui sont encore bons, les mettre de côté dans un éco-centre, bien, écoutez, ça fait partie des choses qui peuvent être rapidement mises en place. Il n'y a pas besoin des gouvernements pour vous aider à faire ça. Vous pouvez le faire vous-même. C'est tout? Oui, en fait, nous n'avons plus d'autres questions. Donc, si jamais d'autres gens auraient des questions, c'est encore le temps. Donc, sinon, ça se terminerait par cette réponse. Oh, une nouvelle publication. Oui. Comment évaluer les gains versus les coûts d'action de l'économie circulaire? Encore une fois, ma réponse ne sera pas nécessairement satisfaisante, M. Boulanger. L'économie circulaire ne se chiffre pas nécessairement en gains monétaires. Oui, des fois, ça va se chiffrer en gains monétaires. Ça va se chiffrer probablement plus en gains sociétal, à savoir, est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces matières qui sont enfouies? Est-ce qu'on est capable de prolonger la durée de vie d'un lieu d'enfouissement en tranchée? Ça, c'est des choses qui peuvent se chiffrer, OK? Le prolongement d'un lieu d'enfouissement. Mais le don et la brocante, ça ne se chiffre pas. Hein. L'économie de partage ou de collaborative, ça peut se chiffrer en disant, ben, OK, j'ai utilisé un équipement que mon voisin a, je n'ai pas eu à l'acheter. Ça fait partie des choses qu'on est capable de chiffrer. Mais je pense que l'économie circulaire a un impact beaucoup plus grand que uniquement monétaire ou voire même environnemental. Ça va avoir un effet sur la cohésion de la communauté. Les gens qui travaillent en économie circulaire dans ces communautés-là sont remplis de bien-être. Ils se sentent bien de faire ça. Ça les motive. Ils n'ont pas besoin de se lever le matin en se disant « Ah non, je m'en vais faire de l'économie circulaire ». Non, au contraire, ils sont motivés pour le faire. Ça leur permet de rencontrer des gens. Ça crée de la cohésion dans les communautés. Donc, ça ne se chiffre pas. Ça ne peut pas se chiffrer. Et la cohésion des communautés, je pense que c'est surtout les communautés isolées, okay? C'est extrêmement important. Ils sont tous au courant des problèmes environnementaux qui sont générés par l'enfouissement des matières résiduelles. Ils sont bien au fait de ces problématiques-là. Le problème, c'est les ressources. Donnez-leur les outils, puis les actions vont s'installer d'eux-mêmes. Je peux rester encore en ligne si vous voulez. Merci d'avoir participé. Vous avez été très nombreux. Je n'ai pas vu le chiffre maximal de personnes qui étaient présentes, mais j'ai vraiment trouvé ça très stimulant de votre part d'être aussi nombreux. Dominique Lafleur, Mélanie Deveau, Camille Vinette et moi-même, ainsi que tous les autres qui ont participé de près et de loin. On remercie Hélène Gervais et Charles Drouin et ainsi que David Denoncourt. Charles, j'ai manqué ton nom, là. Mais bref, merci beaucoup d'avoir supporté, d'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié et que vous allez repartir avec des idées pour implanter dans vos propres communautés.
Et merci encore une fois, puis on demeure disponible si jamais vous avez des questions. Vous avez nos courriels, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. Merci beaucoup et bonne économie circulaire.